Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. C'est un grand honneur toujours pour moi de recevoir Xavier Hélary, historien médiéviste, pour le superbe ouvrage qu'il a dirigé, qui vient de sortir, Histoire de l'Europe, tome 2, la naissance de l'Europe avec un point d'interrogation. On va voir si c'est important. Chez Passé Composé. Bonjour Xavier. Bonjour. J'avais reçu Violaine Sébillot-Cuchet pour le tome 1, que j'avais trouvé superbe déjà, magnifique, mais parfois un peu orienté politiquement, j'en avais parlé, par petites touches. Là, pas du tout. Ce deuxième tome couvre un millénaire décisif, je trouve, du 5e au 15e siècle, où se posent les bases de ce qu'on peut appeler une Europe. Alors vous me direz si je me trompe, l'ouvrage explore la transition de l'Antiquité tardive vers le Moyen-Âge, l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, les royaumes barbares, la christianisation, l'affirmation progressive d'un espace européen structuré autour du christianisme comme ciment religieux, politique et culturel, des dynamiques sociales et politiques, féodalité, royauté, empire, les villes, les ordres religieux et militaires, des élites et du peuple qui incarnent la diversité des expériences médiévales, l'ouverture aussi, les confrontations avec d'autres espaces, l'islam, Byzance, les Mongols, l'Afrique subsaharienne, des circulations, les marchands, les pèlerins, les artistes, les chevaliers qui tissent des réseaux communs, et une lente mutation identitaire passant d'une chrétienté occidentale à des nations petit à petit émergentes à la fin du Moyen-Âge, avec une conclusion qui montre vers 1500 l'Europe encore profondément chrétienne et rurale et qui amorce son entrée dans un âge nouveau marqué par l'urbanisation, les circulations et l'affirmation des États. Est-ce que j'ai bien résumé avant d'entrer dans le détail ? Oui, c'est très bien, c'est magnifique. On a envie de lire le livre, là. Bon, tant mieux, c'est fait pour et franchement, il faut le lire. Et il faut avoir toute la collection parce que ça va suivre, évidemment. C'est magnifique, il y a des cartes, il y a une iconographie extraordinaire. C'est vraiment des ouvrages, moi qui lis beaucoup en numérique, c'est vraiment des ouvrages à avoir entre les mains, c'est magnifique. Pourquoi, moi, la première question qui me vient, pourquoi avoir choisi de qualifier Naissance de l'Europe avec un point d'interrogation ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est très difficile quand on a commencé à réfléchir sur le plan de l'ouvrage. C'était quand même en 2019, donc ça a pris du temps. Ah ouais. C'est vrai que c'est difficile de l'affirmer absolument dans la mesure où nous traitons le millénaire médiéval entre le 5e et le 15e siècle et que l'Europe n'existe pas très certainement au début du Moyen-Âge, au 6e siècle, mais qu'elle existe bel et bien au 15e siècle. Mais dans le même temps, c'est difficile de comment définir l'Europe finalement. Nous sommes tributaires aussi des débats qui nous concernent dans la société telle qu'elle est actuellement. Ouais. Il y a quelques années, on se demandait est-ce qu'il faut intégrer la Turquie dans l'Union européenne, par exemple, et on ne peut pas faire abstraction de ce genre de débat. Pour nous, la question, c'était dans le cadre du millénaire médiéval, et on aurait pu le traiter différemment, c'était la place de l'Empire byzantin. Est-ce que l'Empire byzantin fait partie de cette civilisation européenne ? Et puis, par ailleurs, il y a un autre point, c'est quand même toutes ces notions d'Europe, de civilisation ou d'ère culturelle. C'est quand même un terrain un petit peu miné, parce que ça fait l'objet de beaucoup de débats actuellement. Donc, on s'est prudemment retranché derrière le point d'interrogation, mais je crois que c'est la conclusion à laquelle le livre aboutit. Il y a quand même une Europe qui se forme, qui est en voie de se former et qui est sans doute déjà formée à partir de l'ancienne chrétienté. J'ai l'impression que l'histoire, il y a de plus en plus de sujets qui deviennent politiques en fait. Oui, alors c'est vrai, moi je travaille beaucoup par ailleurs sur les croisades, et c'est vrai que là aussi les croisades c'est quand même relativement difficile. J'ai aussi travaillé sur Saint-Louis, sur Philippe le Bel ou sur Jeanne d'Arc, et là aussi c'est toujours très potentiellement polémique, et c'est accentué évidemment par les réseaux sociaux dans un sens et parfois dans un autre aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est normal que ça se politise ou c'est quand même un peu abusé ? Sans rentrer dans des polémiques, mais oui. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ? Si, je pense qu'on en fait un petit peu trop, et ça devient proliférant en fait, et c'est là le fait que les réseaux sociaux aient pris une telle place, évidemment, complique un petit peu les choses, et il faut être prudent. Et je crois prudent dans un sens ou dans un autre, parce qu'il y a aussi beaucoup de
de collègues ou de gens qui essayent de dire, voilà, de débunker ou de démentir. Et parfois, ça va un peu loin aussi dans l'autre sens. Ouais, je suis assez d'accord. On oublie souvent que le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. Ça veut presque rien dire, le Moyen-Âge, tellement c'est gigantesque. Oui, bah déjà, le terme Moyen-Âge, c'est l'âge intermédiaire, finalement. Donc, alors, il a sa cohérence et on a fait des chapitres un petit peu thématiques, des parties même thématiques sur l'Église. Il y a quand même une forme de cohérence entre la christianisation et la fin de l'Église médiévale. C'est comme la Réforme, on s'arrête juste avant la Réforme, qui est un peu annoncée par la crise hussite ou en Bohême, ou puis aussi par l'affaiblissement de la papauté avec le grand schisme d'Occident à partir de la fin du XIVe siècle. Mais là, la christianisation, c'est quelque chose de très fort. L'Église, en tant qu'institution. Et puis, alors on nous a donné à la fois Benjamin de Ruel et Nicolas Grappayen, donc le directeur des 4 volumes, et l'éditeur nous ont donné carte blanche. Donc, on ne pouvait pas tout traiter, évidemment. Donc, j'ai fait un assez gros chapitre sur les élites armées. Et ça, je voulais essayer de montrer une forme de continuité aussi, de grande diversité, mais une forme de continuité, parce que alors on n'a pas arrêté de faire la guerre après la fin du XVe siècle, mais néanmoins il y a une forme de le guerrier à cheval, le combattant à cheval, et le chevalier dans toutes ses déclinaisons finalement est un des facteurs d'unité de cette chrétienté européenne. Une sorte de fil rouge. Oui, une sorte de fil rouge, et on voit bien qu'il y a quand même des continuités très fortes. C'est pas pour rien si au XIIe siècle, quand on écrit la chanson de Roland, eh bien on choisit un personnage, une époque qui est celle de Charlemagne. Alors c'est un temps qui est mythifié, mais voilà, c'est quand même intéressant de voir cette forme de continuité finalement. L'Empire rêvé. L'Empire rêvé, voilà, c'est ça. Ce que vous dites d'ailleurs. Dès le départ, vous l'écrivez, comment faire l'histoire de l'Europe au Moyen-Âge? Tout pose problème. La chronologie d'abord. Le Moyen-Âge n'est qu'une convention. Il n'y a guère de point commun entre l'Occident en 500, quand émergent les royaumes romano-barbares des ruines de l'Empire romain, et l'Europe dynamique et fébrile de 1500, pas plus qu'il y en a entre l'Europe de l'an 1000 et la nôtre. Tout est dit quasiment dans les 2 premières phrases. Voilà, il fallait le dire d'emblée, parce que, puis en même temps, voilà, c'est une convention qui est tout à fait admise, et on travaille à partir de ça. Comme on le dit à la fin de l'introduction, nous sommes des professeurs, Paul Bertrand à Louvain-la-Neuve, Sylvie Joie à Paris 1, moi à Sorbonne Université. C'est vrai qu'on est habitué à essayer de faire des généralités qui, malgré tout, introduisent une forme de complexité. Et nous réfléchissons, bien sûr, dans un cadre, mais qui n'exclut pas d'autres cadres potentiels, évidemment. Mais c'est formidable, parce qu'avec ce livre, on comprend, on la voit arriver, cette formation, cette Europe qui se forme. Moi, j'avais toujours daté, avec les guillemets qui s'imposent, l'Europe à partir de 843, le traité de Verdun. Et je disais souvent, voilà, c'est tout ce qu'on prend aujourd'hui à partir de ça, parce qu'on a les 3, et surtout Nord, le Moyen et le Sud. Mais c'est pas si simple que ça, en fait. Non, parce que c'est vrai que là, c'est la définition géographique de l'Europe qui fait question, surtout si on part de la fin de l'Empire romain. Alors l'Empire romain, c'était quand même centré sur la Méditerranée, et puis il y avait quand même toute l'Europe occidentale, donc en tout cas une partie de l'Allemagne, la France actuelle, etc., l'Italie, l'Espagne, qui est l'Angleterre même actuelle, qui était dans l'Empire romain. Et puis l'Europe a changé complètement de configuration. Je peux dire que pour moi, alors j'ai fait j'ai commencé ce livre quand j'étais professeur à Lyon 3, et puis ensuite à Sorbonne Université. Et en fait, j'ai orienté mes cours, le choix des cours, je l'ai fait en fonction de ce livre, en fait. Donc, quand j'étais à Lyon 3, j'ai fait la Méditerranée vers 1250. J'ai fait 2 ans ce cours-là. Puis quand je suis arrivé à Sorbonne Université, j'ai fait la France en 1450, puis l'Europe en 1450. Et c'est un cours que je fais d'ailleurs en ce moment. Mais c'était vraiment dans le cadre de la préparation. Et moi, ça m'a beaucoup sorti de ce que je connaissais, puisque je suis un historien de la royauté française, de la guerre. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et donc, toute cette intégration du nord et de l'est de l'Europe actuelle à cette civilisation européenne est quelque chose qui m'a vraiment passionné, parce que comment on explique que les Scandinaves ou les Vikings, comment on explique qu'ils se sont intégrés? C'était quand même, aujourd'hui on a tendance un peu à diminuer leur déprédation, ou l'importance de des opérations de pillage qu'ils mènent, de déstabilisation contre l'Empire carolingien.
tout cas, les contemporains étaient au IXe siècle, ils étaient persuadés que c'était une catastrophe. Donc, oui. Alors, parfois, je suis un petit peu aussi sceptique à l'égard de certaines remises en cause actuelles. Mais donc, comment on explique que ces pirates, comme ils sont appelés au IXe siècle, sont entrés et sont devenus ensuite des royaumes tout à fait alignés avec des villes, avec une église dépendant de Rome, avec une université à Uppsala, avec la monnaie, enfin, tout cet alignement. Même chose pour les Slaves. Comment on explique que tous ces Slaves soient entrés donc dans le centre et de l'est de l'Europe actuelle, soient entrés soient alignés en quelque sorte, avec des alignements qui sont spectaculaires. Le royaume de Bohême, par exemple, avec Prague, c'est vraiment un alignement complet. Au XIVe siècle, il y a une université, il y a une ville qui est d'ailleurs un peu sur le modèle de Paris, avec Charles IV de Luxembourg, et c'est vraiment là, il y a un alignement qui est complet. Donc voilà. Moi, ça m'a vraiment passionné. J'ai essayé d'intéresser les étudiants à ça. Je pense que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je crois que malgré tout, ce décentrement par rapport à les cours que je faisais avant, moi, ça m'a beaucoup passionné. Ça, c'est génial. Alors justement, c'est quoi les critères pour définir l'Europe médiévale? C'est la chrétienté et les chevaliers, mais c'est pas que ça. Il y a l'économie. Oui, alors moi, je suis avant tout spécialiste, donc comme je dis, de la royauté et puis de la guerre. Donc je me suis intéressé à ce vecteur, ce facteur d'unité qu'ont été donc les chevaliers, la chevalerie, l'idéologie chevaleresque, parce que là aussi j'avais été frappé, j'avais organisé avec Guido Castelnuovo, qui est professeur à Avignon, j'avais organisé une journée d'études à Lyon sur la chevalerie à l'échelle européenne. C'est un programme qu'on n'a pas continué malheureusement, mais on avait eu des collègues qui nous avaient expliqué que voilà, avec des différences un peu de temporalité, mais la chevalerie en Pologne par exemple, c'était pratiquement la même chose que ce qu'on voyait en France. Alors, il y a un petit décalage. Et puis, il y a la création, il y a les chevaliers, puis en dessous, à partir du XIIIe siècle, on voit apparaître ce qu'on appelle les écuyers, c'est-à-dire des fils de chevaliers qui ne sont pas eux-mêmes adoubés. Et cette évolution, on la voit avec des différences de quelques décennies en Angleterre, en Italie, en Allemagne, c'est-à-dire dans l'Empire, en Pologne, en Bohême, et c'est les mêmes évolutions. Et puis, il y a tout ce phénomène de traduction de la littérature chevaleresque, que ce soit la chanson de Roland, soit tous les autour des romans de Chrétien de Troyes, qui sont traduits, adaptés à l'échelle de l'Europe. Donc, ça m'a intéressé, mais un autre historien, avec d'autres domaines de spécialité initiaux, aurait traité de l'Europe des marchands ou de l'Europe de l'agriculture. Elle existe aussi. Et puis, voilà, je pense que, je ne me compare pas à lui, mais Jacques Le Goff aurait procédé différemment avec les intellectuels ou les marchands. Enfin, il aurait vu d'autres choses. C'est sûr que les universités, par exemple, c'est très important. On n'en parle pas tant que ça parce que Paul en parle dans la partie sur l'Église, mais on aurait pu faire beaucoup plus là-dessus. On n'avait jamais que 1 million ou 1 200 000 signes, donc on ne pouvait pas tout traiter. Il y a la carte d'ailleurs des universités en Europe. Oui, on a essayé de se rattraper comme ça, parce que il fallait quand même, c'est très très important. Ça touche que quelques milliers d'individus, mais les maîtres et les étudiants circulent énormément. L'université de Paris, alors jusqu'à la guerre de 100 ans, attirait à l'échelle de la chrétienté. C'est ça. Moi, je dis souvent que le Moyen-Âge est très capitaliste. Tout s'achète, tout se vend. Alors, le Moyen-Âge, c'est très large, très vaste. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis alors, la figure du marchand, elle est très très importante. Quand on voit qu'une ville comme Venise, alors c'est peut-être 80, 100 000 habitants. Là, c'est le summum. Et puis Venise fait jeu égal avec des États, traite directement avec le roi de France. Mais d'autres villes qu'on connaît peut-être un peu moins, comme Gênes, eh bien c'est aussi important en fait. C'est une ville très importante pour les activités marchandes, maritimes. La flotte de Gênes, c'est très important. Qu'est-ce qui reste encore, selon vous, à étudier sur l'Europe médiévale ? J'ai l'impression qu'il y a encore énormément de choses qu'on ne connaît pas. Oui, alors c'est vrai, et de ce point de vue-là, c'est vrai que s'atteler à un livre comme celui-ci, ça montre aussi la nécessité de synthèses partielles qui n'ont pas été faites. Je parlais de la chevalerie, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a un grand programme de recherche à l'échelle européenne à faire sur ce que c'est qu'être un chevalier, avec le vocabulaire, ne serait-ce que le vocabulaire, parce qu'en latin, c'est miles, et ça, c'est le terme qu'on emploie
dans tous les latins de l'Europe. Mais à chaque fois, il y a des déclinaisons, en fait. Hein. C'est Knight en anglais, Ritter en allemand. Et puis, donc, il y a vraiment... ça, par exemple, ces comparaisons à mener à l'échelle européenne sont vraiment très, 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 très intéressantes. Je ramène de nouveau ça à la chevalerie parce que c'est ce que je connais. Mais c'est évident que voilà, un des grands facteurs d'unité, c'est quand même aussi au sein de l'Église, c'est les ordres. Et ces ordres, alors ces congrégations, ces ordres qui sont par essence transnationaux. Là aussi, moi, je parle plus volontiers des Templiers, des Hospitaliers, des ordres militaires qui recrutent beaucoup et partout. Mais bon, le Cluny, on sait bien, Cluny, on voit l'emprise de la congrégation clunisienne. Un peu plus tard, de l'ordre cistercien. Là, il y a des centaines de monastères qui dépendent de ces congrégations et qui sont là aussi des facteurs d'unité, d'unification. Ouais, c'est assez incroyable. Duby avait un peu montré, avec Guillaume le Maréchal, ce côté très européen. Alors, il ne parlait pas d'Europe à ce moment-là, mais cette espèce de championnat européen, finalement. Oui, alors c'est surtout... sur la Coupe d'Europe de foot, quoi. Voilà, exactement, avec des équipes. C'est ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Et malgré tout, c'est aussi la préfiguration d'identité nationale. Là, au début du XIIIe siècle, c'est un petit peu tôt, mais il y a quand même un sentiment d'appartenance. Et on voit bien que être le sujet du roi d'Angleterre, c'est être un Anglais, le sujet du roi de France, c'est un Français, malgré tout. C'est l'esprit de clocher, finalement. C'est l'esprit de clocher, et c'est la naissance des stéréotypes aussi. Ça, c'est très, très intéressant, parce que on voit bien les stéréotypes, la superbe des Français, l'arrogance des Français, des chevaliers français, qui est souvent raillée. Déjà, oui, c'est vrai. Et il y a, malgré tout... Il nous a bien réussi dans les batailles. Voilà, on est très, très bon. On est souvent, on est encore tributaire de ces clichés, mais qui se sont forgés vraiment au Moyen-Âge. On les voit dès le XIIe siècle. Ouais, c'est étonnant cet ADN qui fait qu'on n'a pas changé. Parce qu'on le retrouve aujourd'hui dans le sport, on le retrouve dans la politique et dans plein de choses. Nous n'avons pas changé. Non, c'est certain. On pourrait commenter la situation politique actuelle. Enfin, alors, souvent on remonte au XIXe siècle, à Napoléon III, par exemple. On a toujours un truc à défendre, à venger. Voilà. On se prend une rousse derrière, parce que forcément... Mais pour le Moyen-Âge, c'est probable que le général de Gaulle, quand il fait la constitution de la Ve République, il a des exemples un peu plus récents en tête, mais il a aussi cette longue histoire de la royauté française. Ce qui m'a intéressé dans le chapitre sur la royauté, c'est comparer justement des modèles qu'on présente souvent aux étudiants et qui ont été présentés du fait de l'importance de la France et de la Grande-Bretagne au XIXe siècle comme des modèles un petit peu dominants. Une royauté qui préfigure un État, et un État qui sera aussi une nation. Mais là, j'ai pu, d'abord dans les cours que j'ai faits pour préparer le livre, et puis dans le livre, et dans ce chapitre sur la royauté, voir les divers modèles de la royauté. Ça, c'était extrêmement intéressant, parce que les royautés dans la péninsule ibérique sont totalement différentes, et alors d'autres modèles. Mais on voit bien dans l'est de l'Europe, en Pologne, dans les royaumes scandinaves ou en Bohême, on voit bien comment ces constructions offrent d'autres possibilités. Sous un même titre, le titre de roi, les règles de succession, les attributions, les modes de légitimation, tout ça c'est différent, et ça nous ouvre aussi, enfin ça m'a ouvert en tout cas à d'autres choses. Ouais, c'est intéressant. En quoi la notion de peuple et de communauté locale est essentielle pour comprendre le Moyen-Âge européen? Alors le peuple, c'est souvent ce qui est le plus difficile à percevoir, et puis c'est le sujet, pour ce qui concerne le début du Moyen-Âge, c'est le sujet qui a subi le renouvellement le plus important, parce que longtemps on considérait que les historiens français parlaient des grandes invasions, tandis que les historiens allemands parlaient de migration, simplement de circulation. Et là aussi, l'histoire contemporaine des 19e, 20e siècles jouait beaucoup. Et donc là, c'est le sujet qui reste le plus, du fait malgré tout, de la faiblesse des sources, de leur caractère lacunaire, mais il y a quand même un consensus pour considérer que ces peuples qui arrivent, que les Romains voient arriver dans leur empire, ne sont pas, des ethnies qui seraient purement constituées, mais ce sont des regroupements en fait. Mais disons que là aussi, on voit bien qu'on est tributaire de l'actualité, de l'importance au XXe siècle, au XXIe siècle des migrations. Et donc, on voit bien que peut-être dans 50 ans, on pensera différemment. Évidemment. Ouais. La notion
très, très récente de Vox Populi, on va dire. Est-ce qu'on peut la quantifier? Est-ce qu'on peut la comprendre à l'époque, sachant qu'il y a effectivement moins de textes et qu'on ne parle pas beaucoup du peuple, mais... Non, là, c'est une question intéressante, mais c'est vrai qu'on a du mal à percevoir le peuple. On a essayé d'en traiter quand on parlait des révoltes populaires, des manifestations de mécontentement. Ça se concentre quand même plutôt sur la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. Et il faut souvent un contexte particulier, que ce soit la Grande Peste, par exemple, qui a été un choc si important, entre un quart, un tiers, peut-être la moitié, dit-on aujourd'hui, de la population qui disparaît. Et donc là, ou la guerre, mais disons que les manifestations de mécontentement ou d'expression directe du peuple sont extrêmement difficiles à percevoir. Quand on voit par exemple Charles V qui brandit un texte pour l'opinion publique en disant, voyez ce que les Anglais nous obligent à faire pour essayer de prendre à partie l'opinion publique, elle existe quand même déjà. Oui, et il est nécessaire, alors surtout dans les contextes de crise, de mobiliser l'opinion, disons. C'est plus l'opinion, alors avec tous les problèmes que pose ce terme, évidemment, mais enfin, même si on a du mal à le définir, on voit bien quand même dans les sources à quoi ça correspond, et on voit bien l'effort de la royauté. Il y a Charles V, il y a en Angleterre le fait que les rois d'Angleterre, quand ils réclament, quand ils revendiquent la couronne de France, doivent mobiliser leur opinion. Parce que il faut des soldats, il faut des combattants, donc il faut que les gens payent pour ces expéditions qui ne sont pas nécessairement couronnées de succès. Donc ces techniques, disons, de propagande, d'information, de propagande, de conviction de l'opinion, travail même de l'opinion, sont quand même ce sont des éléments vraiment fondamentaux dans la construction des États. Et on les voit davantage dès le XIe siècle, mais surtout à la fin du Moyen-Âge. La guerre de Cent Ans est une grande guerre d'information qui va culminer avec Jeanne d'Arc, de part et d'autre. Effectivement. Je rêve de faire un livre sur l'histoire de l'opinion publique, mais pas qu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe. Je pense que ça peut remonter très très loin. Oui. Alors, notamment, pour le Moyen-Âge, il y a les travaux de Bernard Guenet, un jour je me penche dessus. Avec Froissart, Du Guesclin, il a fait un ou deux livres au moins sur la question, et c'était très très important. Il va falloir que je prenne du temps. On peut parler de conditions féminines européennes aussi, parce que vous avez mis une large place à la femme. Oui, c'était... La femme à l'époque médiévale est importante. Oui, elle est très importante. C'est particulièrement Sylvie Joie qui a traité cet aspect-là. Alors c'est de fait... les femmes sont malgré tout minorées dans les sources, et on ne voit apparaître que dans les sources, disons dans les chroniques, pour ce qui relève de l'histoire politique, on voit apparaître que certaines femmes, souvent décrites de façon négative et péjorative, puisqu'on leur prête assez souvent des motivations qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas normales. Elles sortent un petit peu de leurs conditions, mais on les voit quand même apparaître. Et puis par ailleurs, là, si on descend d'un cran dans la société, dans les sources, alors notamment en Italie par exemple, au XIVe, XVe siècle, là, elles prennent davantage d'importance. C'est un des champs qui quand même a été bien renouvelé dans les dernières décennies sur la condition féminine, sur à la fois conditions physiques, notamment tout ce qui touche à la famille, puis à l'accouchement, qui était souvent si difficile, et puis aussi à leur place dans la société, et y compris comme auteur ou autrice, comme pour enluminer des manuscrits. Et on a tendance à réviser un peu notre jugement qui est, souvent, on ne sait pas grand-chose sur les femmes. En fait, on en sait quand même un peu plus que ce qu'on en a dit longtemps. Je vais faire quelques émissions d'ailleurs dessus. J'ai été content parce que Sylvie Joie parle de Dioda. On n'en parle pas souvent de Dioda. Alors là, c'est un cas incroyable. Je vais faire une émission dessus. Oui, elle est vraiment fascinante. Et puis, c'est une histoire un peu... à la fois tragique finalement, mais elle-même est tout à fait fascinante et assez mystérieuse, parce que tout d'un coup on a un éclairage sur elle. Mais il y a d'autres femmes. Alors, il y en a plein. Il y a Marie de France par exemple, ou il y a Christine de Pisan, ou il y a Jeanne d'Arc, mais il y a...
celle que je préfère, mais c'est à Constantinople, mais c'est Anne Comnène. Alors Anne Comnène, vraiment... Je connais deux noms, mais alors je ne connais pas le personnage. Ah ouais, c'est la fille de l'empereur Alexis Comnène, et elle écrit un très long récit qu'on doit évoquer dans le livre, qui s'appelle l'Alexiade, qui est consacré à son père, et où alors elle est complètement pleine, en bonne princesse byzantine, elle est pleine des préjugés sur les Francs, qu'elle appelle les Celtes, Hoi Keltoi, les Celtes. Et donc, elle les considère comme des barbares, en fait. Elle s'en cache à peine. C'est le temps de la première croisade. Oui. C'est quand les barons... venus essentiellement du royaume de France, vont se trouver à Constantinople, et donc elle les considère à la fois une sorte d'admiration. Ce sont de très bons guerriers, mais c'est vraiment des barbares. Oui, et c'est passionnant. On va rester des barbares longtemps, même quand on va découvrir l'Italie. Oui, c'est ça. On découvre la fourchette là-bas. Voilà, qu'on n'a pas, c'est quand même assez fou. Exactement. Mais là aussi, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette question des préjugés, des comment l'Europe s'est faite aussi à travers ces préjugés. Vous parliez de la peste noire tout à l'heure. Est-ce qu'elle a contribué à remodeler les sociétés fatalement ? Alors, oui et non. Oui et non, parce qu'on imagine aujourd'hui, si on devait perdre, ce que je dis souvent aux étudiants, si dans un mois, vous ne seriez plus que le tiers ou la moitié, voilà, et c'est quand même dans un amphi, ça fait quand même une différence. Mais on voit bien que la société aurait beaucoup de mal à fonctionner. Or, ce qu'on observe, c'est que il y a tel registre dans un village de Bourgogne, on voit il y a quand même 600 décès en quelques mois, enfin, donc c'est 20 fois plus, 30 fois plus qu'à l'ordinaire. Donc on voit bien le poids que ça a représenté. Mais les sociétés n'ont pas tellement été touchées. On voit bien qu'il y a un rapport à la mort différent, il y a une angoisse différente, et on voit aux travaux de Jacques Chiffolot, par exemple, sur la religion flamboyante, sur ce rapport à la mort qui change, la présence des corps décharnés sur et non plus les gisants très calmes, mais vraiment des corps. Donc on voit bien qu'il y a une angoisse. Les danses macabres aussi, à la Chaise-Dieu, au cimetière des Innocents. Bon. Mais les sociétés et les gouvernements, aucun gouvernement n'est tombé, il n'y a eu aucune révolution. Ça m'a surpris justement en faisant ce livre, parce qu'on en parle à 2 reprises. Sylvie en parle un petit peu, moi j'en parle un petit peu aussi, parce que c'était pertinent dans ces 2 endroits-là. Mais il n'y a pas de... La guerre de 100 ans continue comme avant, en fait. Ça s'interrompt un petit peu, mais ça s'interrompt parce qu'il y avait une trêve. Après, il y a un peu moins d'effectifs dans les armées, mais enfin, c'était plus facile aussi avec moins d'effectifs. Donc, finalement, il n'y a pas eu d'effondrement. Enfin, encore une fois, on imagine aujourd'hui... Enfin, voyons bien comment le Covid nous a perturbés. Alors, c'était infiniment moins grave. Enfin, et là, ces sociétés, finalement, montraient une forme de résilience qui fait que quand on traite de l'histoire politique, on mentionne, il y a la peste noire. Bon, voilà. Mais c'est à la limite, c'est moins important que le grand schisme entre l'élection des 2 papes, qui a plus de conséquences dans la vie quotidienne, dans la vie, au niveau politique. Et puis parce que et c'est très curieux malgré tout. Ça aussi, finalement, il faudrait se pencher pourquoi. Finalement, les régimes politiques n'ont pas vacillé après la peste noire. C'est génial parce que ça ouvre énormément de champs des possibles, ce livre. Oui. Puis alors, et de fait, après le Covid, forcément, on ne peut plus réfléchir sur la peste noire comme on le faisait avant, quand c'était quelque chose de très abstrait pour nous. Là, maintenant... heureusement, le Covid était loin de la peste noire. Mais malgré tout ce qu'on a pu entendre pendant un temps. À un moment, on a réveillé quand même des des souvenirs profondément enfouis. Et puis, l'histoire de confinement ou de quarantaine, enfin, c'était des pratiques médiévales. Pars vite et reviens tard. Voilà, exactement. Exactement ça. D'ailleurs, je dis, pour rigoler, je dis toujours, la guerre de 100 ans, on a eu à la fois la peste noire et les Anglais, ça fait beaucoup pour un pays. Oui, exactement. Oui, Vous êtes tombé dessus quand même. Le christianisme, est-ce que ça a été plutôt un ciment unificateur pour l'Europe ou au contraire un instrument de pouvoir politique? Alors les deux, mais pour l'histoire de l'Europe, c'est avant tout un ciment unificateur. C'est vrai que c'est un catalyseur, comme dit Paul Bertrand. Il a beaucoup réfléchi sur le meilleur terme pour qualifier le rôle du christianisme. Et malgré tout, on voit que c'est pour ça qu'on voulait que ça soit la première partie, parce que c'était l'Église, la religion et l'Église. Et Paul argumente assez justement, je crois, j'y avais pas pensé ainsi, parce que je
pas spécialiste de ces questions-là, mais voilà, l'Église, finalement, ça n'existe qu'à partir du XIe siècle. Enfin, l'Église romaine, etc. Avant, il y a des églises jusqu'au XIe siècle, et notamment avec la réforme grégorienne, il y a une église qui se met en place, une église beaucoup plus unificatrice. Alors, ça va jusqu'à la liturgie, ça va jusqu'aux livres liturgiques, aux missels, etc., qui sont diffusés. Et auparavant, il y a plutôt un archipel, et puis après, il y a vraiment une église qui se met en ordre de marche, en quelque sorte. Mais la religion chrétienne était quand même déjà quelque chose d'unificateur dès le 5e ou le 6e siècle, quand Clovis reçoit le baptême, donc se convertit, abandonne le paganisme. Il se fait donc... c'était nécessaire pour lui. Il ne pouvait plus rester païen. En fait, hein. Donc c'était fondamental. Et ça a été perçu comme tel. D'accord. Et puis petit à petit, elle se crée, elle s'invente, cette église. On crée le purgatoire au XIIe siècle, etc. Oui, alors à la fois... Tout un univers. Tout un univers mental et religieux. Et puis dans les structures. Le fait que le pape est reconnu, ce qu'il était déjà depuis longtemps. C'est toujours difficile parce que même au IXe siècle, il s'appelle déjà pape et il a déjà une autorité sur les évêques. Mais c'est vrai que c'est surtout à partir du XIe siècle, avec la réforme grégorienne, donc à la fin du XIe siècle, que le pape, avec ses légats notamment, avec ses envoyés qui vont un peu partout, qui sont considérés comme les alter ego du pape, dotés des mêmes attributions normalement, et méritant le même accueil, c'est là que l'Église romaine va se constituer. Alors, par exemple, avec la croisade, autre élément unificateur pour l'Europe. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui change quand même. Les légats, c'est un peu les... toute proportion gardée, les missi dominici de Charlemagne, on a calqué. Oui et non, parce que alors, ce sont des envoyés, c'est vrai, mais en même temps, ils vont porter la parole du pape. Alors c'est vrai qu'ils vont surveiller aussi certaines choses, certaines pratiques, vont déposer des évêques. Je renvoie à tous les travaux de Julien Théry sur justement comment les légats sont utilisés par le pape à des fins politiques, pour purifier, épurer le clergé, surtout au XIIIe siècle. Mais les légats, c'est aussi... Ils représentent le pape dans des régions dans lesquelles il n'est pas forcément si bien reconnu que ça. On voit notamment au XIe siècle, dans la péninsule ibérique, le pape était très loin et avec les légats, il devient tout d'un coup très proche. Et il y a tout cet alignement de la péninsule ibérique chrétienne qui se fait sur notamment le rite, même sur l'écriture. On abandonne à ce moment-là l'ancienne écriture visigothique. Et en Espagne, dans la péninsule ibérique chrétienne, donc dans le nord, on adopte la minuscule caroline comme partout ailleurs. Et ça, c'est vraiment à l'instigation de l'Église. C'est vraiment... là, voilà, j'ai regretté que dans le livre, on ne fasse pas plus d'attention à l'écriture. Enfin, on ne pouvait pas tout dire, mais là, la minuscule caroline, ça, c'est vraiment à l'échelle de l'Occident. Il faut faire des add-ons après. Voilà, c'est ça. Faire des bonus. C'est exactement. Il faut que l'éditeur nous écoute. Voilà. Évidemment. Justement, l'Espagne du XIe siècle, les croisades, etc., il y a fatalement les relations avec le judaïsme et surtout avec l'islam. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je ne savais pas, je n'avais jamais travaillé vraiment sur les relations avec l'islam. Je ne savais pas comment c'était perçu au début. Visiblement, au début... ça ne paraît pas être un danger plus qu'autre chose. Oui, alors ça, je dois beaucoup, parce que j'ai fait les TD de Philippe Sénac il y a une dizaine d'années, donc sur la péninsule ibérique. Et ça, j'ai énormément appris là-dessus. Et c'est ce qui, en 2019, c'était déjà longtemps après, mais je me suis dit, voilà, je peux le faire parce que j'ai fait des cours un peu sur ça. En fait, il y avait beaucoup de choses qui me manquaient à l'époque, mais j'ai pu compléter ensuite. Mais ça, c'est ce sur quoi insiste beaucoup Philippe Sénac, c'est qu'au départ, donc il est un spécialiste de la péninsule ibérique, au départ, l'islam est vu davantage, au fond, comme une hérésie, c'est ça, comme une déviation du christianisme. Et ce n'est que très progressivement, qu'on l'identifie comme une autre religion, vraiment distincte, d'une part, et puis que d'autre part, on donne une dimension religieuse à la guerre contre les porteurs de cette religion. Parce qu'au départ, ils sont vus comme des envahisseurs, des gens extérieurs, mais pas vraiment. La dimension religieuse n'est pas du tout fondamentale, en fait. Elle devient fondamentale
sans doute dans le courant du XIe siècle, probablement d'abord en Espagne et à l'instigation de la papauté, et puis bien sûr à partir de 1095, le concile de Clermont et le lancement de la première croisade. Évidemment, et ça c'est vraiment tout ça, c'est étonnant parce que les débuts de l'islam, moi je connaissais pas bien. Et alors, moi ce qui m'a frappé, parce que je n'avais pas non plus les idées très, très nettes là-dessus, c'est la place qu'a le Mahomet, le prophète, dans la polémique contre l'islam. C'est-à-dire qu'il est pratiquement absent. Ouais, ça, il est pas, alors que c'est si important dans l'islam, mais il n'est pas tellement connu. Il n'est pas tellement la cible d'attaque. Et certainement, l'islam connaissait mieux le christianisme, parce qu'il y avait beaucoup plus de minorités chrétiennes en islam que le christianisme ne connaissait l'islam. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment une sorte d'inégalité ici. L'islam, à la base, je me souviens très lointainement de mes cours, mais c'est quand même aussi un mélange, enfin en tout cas le Coran est un mélange un peu de tout ce qui est voilà, se présente comme l'évolution qui achève l'évolution du judaïsme et du christianisme. Jésus est reconnu comme un prophète, pas comme le Messie, mais comme un prophète. Est-ce qu'il y avait une culture européenne, malgré tout? On peut dire ça, ou est-ce que c'est totalement anachronique? Alors, il y a une culture européenne, il y a des éléments de cette culture. Alors, il y a toute cette littérature chevaleresque, notamment. Il y a toutes ces travaux des universitaires qui circulent énormément. Donc, oui, et puis il y a cette culture marchande, là aussi. Enfin, là les marchands, on voit bien, il y a Venise, alors en tout cas à partir du XIIIe siècle, Venise a des comptoirs à Bruges, à Avignon, et il y a des informations qui s'échangent. Et forcément, les bonnes pratiques vont s'échanger également. Donc, il y a des cultures européennes, si on veut dire, ou des aspects, des facettes différentes, mais avec quand même une assez grande unité. Ce qui nous le dit, ce qui nous le montre, c'est quand même la circulation des manuscrits, le fait que les manuscrits aient tellement circulé et que les manuscrits, là aussi, c'est quand même quelque chose de fascinant. Quand on voit, dès le IXe siècle, un abbé de l'époque carolingienne qui s'appelle Loup de Ferrières, dont on a conservé la correspondance. Mais ce qui l'intéresse, alors en tant qu'abbé, il est quand même le vassal de l'empereur, alors il doit quand même rendre ce service militaire. Ça, il n'aime pas du tout, il essaye de se faire dispenser, il est assez touchant. Mais alors, ce qui l'intéresse, lui, c'est les manuscrits. Qu'est-ce que tu peux me donner? Il dit ça à ses correspondants. Qu'est-ce que tu peux me donner que je n'ai pas encore? Peut-être tel manuscrit, et moi je peux te passer ça, en fait. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a vraiment une quête du savoir qui est fascinante. Ici, je vois vous recevez tous les livres, mais vous avez beaucoup de chance. Mais imaginez un abbé carolingien qui il veut recevoir les livres, il veut accroître son savoir. Et ça, c'est quelque chose qui a continué au-delà du Moyen-Âge, mais notamment au Moyen-Âge, il y avait cette quête des nouveaux manuscrits. Et au XVe siècle, XIVe, XVe siècle, la Renaissance s'annonce justement avec cela. Mais la Renaissance est un changement d'échelle, mais pas un changement de nature, au fond. Oui, effectivement. C'est curieux parce que le latin est quand même la langue, on va dire, entre guillemets, européenne des débuts du Moyen-Âge. Et puis petit à petit, chaque État va prendre ses marques avec ses propres langues, jusqu'à devenir chaque État va avoir sa langue. La langue joue beaucoup dans la constitution des États et donc dans la fin de l'Europe. Oui, alors ça c'est vrai, ou la constitution d'une autre Europe, parce qu'il y aura toujours il y aura toujours une langue dominante. À l'époque moderne, c'est plutôt le français, disons, enfin, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, c'est le français, langue de la diplomatie. Aujourd'hui, c'est l'anglais, même dans les institutions de l'Union européenne. Je pense que c'est surtout l'anglais. Voilà, c'est ça. Donc ça reste l'anglais. Et puis au Moyen Âge, effectivement, c'est le latin. Mais de fait, ces questions des langues vernaculaires, elle est fondamentale parce que elle est vraiment identitaire. Au XVe siècle, dans les relations, dans les négociations qui ont lieu entre anglais et français, le choix de la langue est fondamental. C'est-à-dire dans quelle langue on va parler. Et les Anglais, qui parlent de moins en moins bien le français, bien que le roi d'Angleterre continue de revendiquer la couronne de France, se sentent désavantagés si les négociations ont lieu si elles ont lieu en français. Donc, ils veulent qu'elles aient lieu en latin. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien aujourd'hui la domination de l'anglais. On a dit que cette rencontre si traumatisante entre le président Zelensky et le président Trump en février, si ça avait mal tourné,
c'est aussi parce que le président Zelensky voulait parler en anglais. Or, il ne parle pas si bien anglais que ça. Il a voulu se passer de traducteur. Et là, donc, on voit bien que cette question de la langue dans les négociations diplomatiques, elle est vraiment, encore aujourd'hui, elle est d'actualité. Et quelqu'un dont ce n'est pas la langue naturelle, telle langue, soit le latin ou le français, ou l'anglais aujourd'hui, sera quand même désavantagé. Et donc, le choix de la langue est vraiment important. Est-ce que Talleyrand avait bien compris, évidemment? Ah oui. C'est évident. Alors j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, parce que l'avantage de ce livre, c'est on n'est pas obligé de le lire de A à Z, voilà. On peut le prendre par morceaux, ça c'est génial, par chapitre. J'ai pas trouvé, je voulais savoir si Jeanne d'Arc, l'épisode Jeanne d'Arc, l'épisode johannique, était perçu ailleurs à l'étranger, en Europe. Oui, alors... pas tout mettre dans le livre. Voilà, ça, comme j'ai travaillé sur Jeanne d'Arc avec Philippe Contamine et Olivier Bouzy, voilà, donc, alors j'ai pas voulu me donner trop de place sur Jeanne d'Arc, parce que quand j'en parle, ça peut durer longtemps. Pas de problème, vous êtes chez vous. Mais oui, alors c'est typiquement un événement européen. Alors c'est un événement très français ou franco-anglais, disons, mais c'est aussi un événement à l'échelle européenne. Je parlais il y a un instant de ces marchands vénitiens qui avaient des comptoirs partout, mais au printemps 1429, on observe que ces marchands vénitiens, c'est ce qu'on appelle la correspondance Morosini, donc qui dépendent d'une compagnie vénitienne qui est dirigée par les Morosini, eh bien, s'échangent des lettres entre les comptoirs de Bruges, d'Avignon et de Venise, et ces lettres qui sont censés être des bulletins d'information dont les marchands ont besoin, comme aujourd'hui, pour évaluer la situation, pour sentir finalement le contexte économique, commercial. Et dans ces lettres, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que Jeanne d'Arc est entrée dans Rouen, qu'elle est entrée dans Paris, est intervenue une réconciliation générale entre Français et Anglais, et que tout ce beau monde va partir pour la reconquête de la Terre Sainte. Et ça, ce sont des marchands qui le disent. Donc on baigne au printemps et à l'été 1429 dans une ambiance eschatologique qui est propice à la diffusion de rumeurs, mais qui sont des rumeurs qui se développent à l'échelle de l'Europe du temps. Ça a été en partie attisé par le gouvernement de Charles VII, qui a diffusé auprès de l'empereur, auprès du pape et auprès des alliés qu'il avait, notamment dans la péninsule ibérique, des dossiers relatifs à Jeanne d'Arc. Et donc il y a une communication officielle de la part de Charles VII. Mais il y a aussi toutes ces rumeurs qui circulent, parce que Jeanne d'Arc était quelqu'un d'extraordinaire, qui a vraiment changé le cours de la guerre de 100 ans, mais on l'a rendu encore plus extraordinaire, en fait, et y compris, c'est ça sur quoi j'insiste, c'est des marchands qui avaient besoin d'avoir des informations fiables. Ils racontaient n'importe quoi. Ah, c'est génial, ça n'a pas changé non plus. Voilà, c'est des fake news, en fait. Exactement. C'est merveilleux. Quelle place a l'Europe médiévale dans l'histoire globale, on va dire, les Mongols, l'Afrique, Byzance? Alors, c'est une question très intéressante. Et là aussi, j'ai appris pas mal de choses, parce que les Mongols, qui arrivent au XIIIe siècle. Donc, il commence donc dans la Mongolie actuelle, Gengis Khan qui unifie les tribus mongoles, conquiert une grande partie de l'Asie centrale. Bon. Et puis, finalement, ils arrivent aux portes de l'Europe. Et il y a quand même dans les années 1240, donc un peu après la mort de Gengis Khan, le temps que les Mongols arrivent. Mais à la fois, on panique parce que ils sont en Pologne, ils sont en Hongrie, enfin, ils vont même jusqu'à l'Adriatique à un moment. Donc, il y a quand même une menace. Et puis, en même temps, on a l'impression qu'il n'y a pas de mobilisation. Peut-être que les royaumes n'étaient pas assez forts à ce moment-là pour se mobiliser, mais il aurait pu se faire que les Mongols dominent, occupent même l'Europe occidentale, comme ils l'ont fait pour la Rousse de Kiev, comme ils l'ont fait pour une grande partie de l'Asie centrale et même de l'Irak actuel, de l'Iran actuel. Donc, ça aurait pu être... Là, le cours de l'histoire aurait pu changer. Et pourtant, finalement, les puissances européennes, le roi de France ou l'empereur Frédéric II, finalement, on a le sentiment que n'ont pas pu se mobiliser. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens étatiques. Mais en revanche, ce qui est passionnant, c'est que le pape, le roi de France, ont envoyé des missions à la fois religieuses et ethnologiques, on pourrait dire, pour savoir mais qui c'étaient ces Mongols, quelles étaient leurs mœurs, est-ce qu'il y avait la possibilité, de les convertir au christianisme,
Bon, ça n'a pas trop marché, mais les Mongols fonctionnaient différemment, c'est-à-dire que eux étaient beaucoup plus, n'étaient pas tellement attachés à une religion en fait. Et ils pouvaient osciller entre l'islam, le christianisme, enfin voilà, étaient assez pragmatiques et c'était leur religion était plus ouverte, disons, si on veut. Et puis, donc se convertir, enfin les convertir, et puis d'autre part s'allier avec eux, s'allier avec les Mongols pour lutter contre l'islam et pour récupérer Jérusalem et défendre ce qui restait à ce moment-là de la Terre Sainte. Et là, il y a des vraies connexions qui se mettent en place, avec un dialogue compliqué, puisque les Mongols, eux, avaient le souhait d'une domination universelle. Donc, mais oui, ils disent au pape ou au roi de France, mais oui, bah, soumettez-vous, envoyez-nous des tribus, et puis voilà. Donc il y avait un dialogue qui était forcément un malentendu, mais qui est extrêmement fascinant parce qu'on a conservé des textes. Si on a conservé des textes, c'est que ça a intéressé les contemporains et les générations qui ont suivi. C'est incroyable. Du coup, on peut dire que l'Europe s'est quand même construite en intégrant plus qu'en rejetant. Oui, tout à fait, en intégrant. Alors ça, c'est particulièrement vrai de la Scandinavie, de l'Est, avec cet alignement. Et puis, également, donc, en créant une espèce de modèle, finalement, auquel il était assez facile de se conformer. Il y a des espaces périphériques par rapport à l'Europe, l'Europe occidentale, qui ne se sont pas entrés pleinement, quoi qu'on puisse discuter. C'est tout ce qui va être donc le monde aujourd'hui, qui est la Russie et l'Ukraine, donc la Rousse de Kiev, parce que la Rousse de Kiev est soumise aux Mongols, elle va échapper, elle va suivre son propre chemin jusqu'à l'avènement des Romanov au XVIe siècle, quand le joug mongol va être secoué par les Romanov. Mais là, ça évolue vers autre chose quand même, vers une histoire propre. Et puis, Byzance, Constantinople. On voit bien qu'au XVe siècle, Constantinople tombe en 1453, mais dans les décennies qui précèdent, on voit bien que l'Empire byzantin, ce qu'il en reste, c'est-à-dire la ville de Constantinople, les proches environs, et puis la Grèce, c'est devenu un État européen. Il y a des mariages entre les différentes familles, il y a des connexions diplomatiques, mais il y a plusieurs choses qui empêchent que la fusion se fasse. C'est d'une part la langue, le grec, la liturgie orthodoxe à laquelle les prêtres à Constantinople toute la hiérarchie était très attachée. Et puis probablement aussi le fait qu'à Constantinople, il y avait un État puissant, et puis un souvenir de cet État et un souvenir de cette continuité depuis l'ancien Empire romain, depuis l'ancienne Rome. Pour les Byzantins, que nous appelons Byzantins, et pour nous c'est un peu péjoratif, on parle de querelle byzantine, choses comme ça, mais eux-mêmes se voyaient comme des Romains, eux-mêmes se voyaient comme les continuateurs de l'Empire romain, et pas simplement celui de Justinien au VIe siècle, mais celui de Constantin au IVe ou celui d'Auguste, et donc il y avait très forte continuité. Et donc, tous ces facteurs empêchent de considérer quand même que Constantinople, si importante pour les Occidentaux, tout au long du Moyen-Âge, c'était la ville fascinante, parce que c'était une ville romaine, il y avait un hippodrome, il y avait des aqueducs, il y avait le Grand Palais, etc. Ça fascine complètement les Européens, mais en même temps, c'était autre chose. Qu'est-ce qui fait la fin du Moyen-Âge alors? Parce que ma fille m'a posé la question il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas répondre. C'est quoi? C'est 1453 ou 1492? Qu'est-ce qui est le plus important dans les mentalités? Alors c'est difficile à dire pas parce Internet que à l'époque, donc ils ne savent pas ça en 3 jours. Voilà, minutes, mais... oui, c'est alors 1453, c'est la chute de Constantinople, donc qui touche assez peu l'Occident finalement, sauf que ce qui apparaît, c'est tout un flot de manuscrits qui viennent de Constantinople, d'ailleurs dans les décennies déjà avant. 1492, c'est à la fois la chute de Grenade, donc l'expulsion de l'islam, et à la fois la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors finalement, on voit bien qu'il y a une évolution entre cette deuxième moitié du XVe siècle. Qu'est-ce qui change? C'est malgré tout la Renaissance, c'est-à-dire cette redécouverte de l'Antiquité, qui n'avait pas été complètement oublié, mais là, il y a quand même quelque chose qui se produit. Et peut-être que cette évolution médiévale, cette naissance de l'Europe, pour laquelle nous avons mis un point d'interrogation, peut-être parce que l'Europe est née qu'on peut passer à autre chose, en définitive. Et c'est ce qu'on a essayé d'esquisser dans la conclusion, c'est-à-dire ces États
qui sont désormais bien formées, qui peuvent être une ville, Venise ou Gênes, et qui peuvent aussi être la grande monarchie de France, et avec cet empire germanique qui est encore vivace, mais qui présente lui aussi une offre politique, dirait-on aujourd'hui, qui est très différente. Donc à la fin du XVe, l'Europe c'est quoi? C'est davantage une chrétienté ou un ensemble de nations à en devenir? Alors Tout ça à la fois. Oui, tout ça à la fois, parce que ça reste une chrétienté, et Ouais. ce sera encore le cas, même au XXe siècle, sera encore l'Europe sera quand même associée quand même à cette identité chrétienne. Aujourd'hui, c'est différent, mais c'est assez récent que ça soit différent. Longtemps, le christianisme a eu une empreinte quand même fondamentale. Et puis, c'est vrai que ce sont des États donc, qui éclipsent un petit peu la place qu'avait l'Église comme seul pouvoir universel. L'Empire pouvait revendiquer une domination universelle, mais le vrai pouvoir universel au Moyen-Âge, c'est celui du pape, avec il faudrait nuancer beaucoup, mais malgré tout, voilà, le pape est reconnu dans l'ensemble de la chrétienté, donc de l'Europe. Dans le projet de constitution européenne, au tout début, je crois qu'ils ont refusé le côté chrétien. Oui, comment on peut expliquer ça, en fait, sans rentrer dans des polémiques politiques, mais comment on peut expliquer cette volonté justement de ne pas le mettre, alors que c'est ce qui l'a construit? Oui, en plus, je pense que c'est évident, en fait. Que oui, voilà, ça, mais nous-mêmes, quand on s'est posé la question, voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait tout ça? Parce que de fait, on est perméable quand même à ces polémiques, alors que en fait, toutes nos sources, tout ce qu'on sait nous tend à montrer et à prouver de manière évidente que l'Europe se confond avec la chrétienté. Alors, est-ce que voilà, il y a un souci qui est assez louable de ne pas de ne pas stigmatiser, en quelque sorte, de ne pas exclure. Et par ailleurs, de fait, la pratique du christianisme est quand même a beaucoup diminué. Donc c'est vrai que on peut. Mais quand on se tourne vers le passé, cette Europe est chrétienne et structurée par l'Église et l'Église romaine. Évidemment. Qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne de cet ouvrage magnifique, encore je le redis? Alors, c'est difficile parce que ce serait très curieux de savoir d'ailleurs quelle expérience de lecture on peut avoir pour un livre qui est quand même assez gros. Et est-ce qu'on lit chapitre par chapitre? Est-ce qu'on prend un chapitre et ou est-ce qu'on le lit du début à la fin? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ce retour. Ce qu'il faut, ce que le lecteur peut en retenir, je crois que c'est une forme un mouvement quand même, un mouvement qui nous conduit de cette fin de l'Empire romain avec ses royautés romano-barbares jusqu'au royaume ou aux États de la fin du XVe siècle, avec quand même une très grandes évolutions, une très grande mutation, mais en même temps une forme de continuité, puisque le royaume franc de Clovis, malgré tout, il est encore le royaume de France de Charles VII. C'est toujours en latin, Rex Francorum. Charles VII et Rex Francorum, dans les actes officiels en tout cas, il est Rex Franciae dans les chroniques, roi de France, mais il est roi des Francs, comme l'était Clovis. Alors, beaucoup de choses ont changé, mais malgré tout, il y a une forme de continuité et pour les médiévaux eux-mêmes, il y avait l'idée d'une continuité. À la fin du Moyen-Âge, et puis depuis longtemps, on pensait que le sacre du roi de France procédait du baptême de Clovis. Et donc, nous savons bien sûr que c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, il y avait cette volonté pour les médiévaux de construire une histoire et de se projeter dans une histoire qui était une histoire séculaire et millénaire, même, peut-on dire. Effectivement. Alors moi, je ne peux pas répondre comment je perçois le livre, puisque je l'ai lu pour le travail, pour préparer l'interview, mais vraiment, il faut le lire et je vais adorer utiliser les vacances pour pouvoir vraiment me plonger encore plus dedans, parce que moi, j'adore les cartes, j'ai appris énormément de choses déjà, rien qu'en le feuilletant et en travaillant, donc merci beaucoup. C'est formidable. Et puis, on n'oublie pas que le roi d'Angleterre a
pendant longtemps revendiqué d'être le roi d'Angleterre et de France. Oui, jusqu'en 1802 ou 1803. C'est long, quand même. D'Amiens. Ouais, donc, et leur devise, la devise est toujours de Dieu est mon droit. Ouais, c'est vrai, c'est formidable. Xavier Larry, vous êtes formidable. Mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Histoire de l'Europe, tome 2, la naissance de l'Europe avec le point d'interrogation, 5e, 15e siècle chez Passé Composé. Il faut absolument acheter cette collection. Merci beaucoup à vous et à suivre pour le prochain. Je rappelle que je reçois Éric Anseau pour Nouvelle Histoire de France, qui est un livre de rupture pour moi, et vous êtes dedans, sur la guerre de 100 ans notamment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.